Alors bonjour les amis, composition 125 du 5 août 2026, la sélection naturelle. Donc c'est un grand sujet, hein, souvent débattu. Vous allez voir, je vais prendre un angle original pour parler de ce sujet-là. Alors bon, thèse, antithèse, synthèse, comme d'habitude. Euh, voilà, on commence tout de suite. Alors, la sélection naturelle conserve les plus résistants, les meilleurs, les plus adaptés. Ces scientifiques, ceux qui vivent et se reproduisent, transmettent leur code génétique à la génération suivante. Hein, voilà, c'est basique. Ensuite, c'est simple, hein, le meilleur gagne. Donc voilà, ça c'est fait, disons. Et puis le troisième point, qui reste un point pour moi valable, contestable mais valable, c'est le résultat de toute évolution, personnelle ou collective. On travaille, ça amène à optimiser ce qu'on fait, ça amène donc à progresser et donc à évoluer. Et finalement, il reste le meilleur, c'est-à-dire le plus récent, c'est celui qui est au bout de l'évolution. Alors, l'antithèse va être quelque chose d'assez un peu inattendu, mais qui est pourtant bien là. La nature n'explique pas. Et donc, quand on va s'approcher au plus près de la réalité, quelle gazelle va attraper le lion? Est-ce la gazelle la moins rapide ou la gazelle du lion? Et donc, cette situation-là va nous poser, va aller même jusqu'aux lois antitrust américaines, où finalement, dans certaines configurations, ce n'est pas vraiment le premier ou le deuxième qui arrive, mais il y a un équilibre qui se fait de façon, euh, de façon mathématique. C'est le film Un homme d'exception. Si vous avez, vous verrez un peu comment il va poser. Et ce principe mathématique fait que on est obligé de casser en fait les monopoles pour permettre en fait cette compétition, car sinon, c'est celui qui domine qui va écraser les autres. Donc en fait, les règles naturelles ne sont pas forcément les plus compétitives. On l'a bien vu aussi avec la Coupe du Monde de football, avec les Uruguayens. La trahison, la fourberie peuvent entrer en jeu et en fait pervertir ce qu'on appelle la compétition, le jeu lui-même. Donc expliquer les règles, ça reste humain, ça reste quelque chose euh, qui va pas être naturel pour le coup, qui va être pas artificiel, mais il faut qu'on trouve quelque chose, un autre terme qui soit, mettez-le en commentaire si vous l'avez. Et donc ça demande en fait d'ouvrir tous les champs des possibles, de concevoir tous les champs des possibles pour que ça soit acté en disant voilà, ça c'est possible, ça c'est possible. À partir de quand un mot va être une insulte, dans quelle mesure une insulte va être tolérée par l'arbitre. Par rapport au match uruguayen, on voit plusieurs fois qu'il y a des coups qui sont portés, des coups hors de jeu, c'est pas juste de l'engagement, et normalement ces coups auraient dû être sanctionnés. Et c'est la même chose pour les compétitions. Est-ce que vous pouvez foutre le feu à votre concurrent? Ça reste une question, et normalement non. Hein. Alors, dans la synthèse, il faut que pour que la règle soit adaptée à toutes les situations, sans qu'il y ait réellement d'imprévu, euh, sans qu'il y ait une surprise au moment critique, il faut construire tous les champs des possibles au début. Et c'est quand on commence la compétition, en fait, le changement du programme s'arrête, se fixe pour pouvoir que tout le monde ait en fait sur la table tous les outils possibles pour le faire. Et là, ça demande en fait de prévoir le pire, de s'attendre au meilleur. Et ça, c'est mon grand-père qui disait ça, François Leguier. Et, euh, et donc, c'est comme ça que il pouvait envisager toutes les configurations possibles. Et c'est à travers ça qu'on pouvait donc ne pas être surpris. Et des fois, le temps de surprise est plus préjudiciable que, euh, euh, que l'événement lui-même. Alors, je vous donne un petit truc aussi sur le développement durable, qui vient venir un peu de la sphère militaire, mais qui reste opérationnel en cas d'effondrement.
eh ben, c'est le phénomène d'aborder chaque situation de vie avec un sorte de code d'alerte. Bon, le code vert, ben, c'est un peu le vu de tout le monde, on avance, on fait pas attention aux choses. Le code jaune, c'est simplement dire, ben, je m'arrive dans une situation, on va, euh, on va faire attention à tout ce qui est configurations qui sont possibles, s'asseoir dans une situation où on peut partir, être dans une pièce où on fait vis-à-vis de la sortie, où on est proche d'une autre sortie, ça demande un petit repérage. Donc, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si ben, d'un coup vient une prise d'otage, comment je peux sortir, etc. En sachant que, ben en fait, donc voilà, je vais finir les codes. Le code orange, ben c'est il y a un danger qui est identifié, on prévoit toutes les situations, comment on va gérer le danger, et code rouge, ben, il faut agir, il faut appliquer la stratégie que l'on a mis en œuvre. Tout ça pour dire en fait que quand on improvise une situation, on va avoir un temps de réaction d'à peu près 30 secondes. Quand on a déjà la situation en tête, on a un temps de réaction de 5 secondes. Et là, l'effet de surprise, ces 25 secondes-là qui manquent, font parfois la différence, entre ceux qui improvisent sur le moment et ceux qui étaient prêts, qui avaient déjà posé les choses et qui agissent au moment, à l'instant T. Donc voilà, donc pour conclure, ce rôle en fait de prévoir le pire est souvent pris par une personne qui va être décriée, mal vue, mais son utilité reste est telle, c'est tellement important que la démocratie les protège. Et donc on va collectivement mettre en place des protections pour les syndicalistes, on va collectivement mettre en place des protections pour les opposants politiques, on voit même, alors c'est tout le débat en fait de lanceurs d'alerte et de pourriture, c'est-à-dire que les gens qui vont faire des fakes sur l'entreprise par vengeance, comment on fait pour distinguer les lanceurs d'alerte et puis les médisants, mais même sur les lanceurs d'alerte, on va avoir des protections qui vont se mettre. Et pourquoi? Parce que en fait, on touche directement ou indirectement aux règles manquantes. Et c'est parce que ces règles sont manquantes. Ah bon, on pouvait faire ça comme ça? Ben oui. Est-ce que, je sais pas moi, si on prend en distribution, est-ce que un personnel de chez Auchan peut commencer à vendre directement à la palette des affaires à des gens qu'il connaît? Vous voyez, bon, ben, on pourrait l'ouvrir pour une petite entreprise, ça pourrait se faire. Pour des grandes entreprises, ben, en fait, la place, le machin ne peuvent pas s'entrevoir. Mais c'est des questions qui se posent en amont. À défaut, ben, on ne peut que constater une dérive au moment où elle est là et au moment où les rapports de force sont posés. Et à ce moment-là, c'est plus possible. Attendez, non, on peut pas faire ça comme ça. Non, le rapport de force est posé, c'est trop tard, les dés sont joués. C'est bien deux temps politiques différents. C'est bien, moi, c'est une des leçons que j'ai eues lors de mes campagnes politiques. On voit les politiques pendant le temps de campagne et pas après, parce que c'est pendant le temps de campagne qui pose ses règles, qui pose ses arguments, qui finalise son programme. Et c'est ce programme débattu qui va être mis en œuvre pendant le temps où il est élu. Donc attendre qu'il soit élu pour poser ses idées, eh ben en fait, vous prenez vous inversez le temps politique et c'est pas possible parce que ben, au moment où il a été élu avec des soutiens, il a été élu avec des accords, des arbitrages et il applique son programme. Arriver après en amont, dire oui mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous avez proposé? C'est on a même encore pire, des gens qui arrivent, ouais c'est pas possible ce qu'ils font, mais qu'est-ce que vous avez proposé pendant les campagnes? Rien. Et donc il y a des gens qui sont juste en train de critiquer ce que les gens font. Donc c'est bien deux temps politiques, il y a un temps où il faut proposer, un temps où il faut appliquer, et donc voilà. Et ces temps-là ont un peu lieu partout, juste une relation par rapport aux règles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.